Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Talendier, du ministère des Armées, du Secrétariat général pour l'administration et de la direction de la mémoire, de la culture et des archives, présente la première édition de l'Armée du silence, histoire des réseaux de résistance en France 1940-1945, de Guillaume Pollack, lu par Laurent Moreau. Avant-propos. Retrouvez les réseaux de résistance. Après la défaite de 1940 et l'occupation de l'Europe, des réseaux, dits de résistance, travaillèrent pour le compte des services alliés dans l'ensemble des territoires occupés. Ils employaient des agents secrets, hommes et femmes, majoritairement des civils sous pseudonyme, pour renseigner sur les activités allemandes, assurer le sauvetage d'aviateurs abattus et tombés au sol, organiser des opérations aériennes et maritimes clandestines afin d'acheminer du personnel et du matériel, communiquer par émission radio, procéder à des sabotages. Il n'existe aucune étude globale à leur sujet, seulement quelques monographies. Leurs archives n'étaient pas accessibles jusqu'à récemment. L'analyse systémique se heurtait à leurs pratiques particulières de la clandestinité, tandis que la mémoire, y compris savante, s'était davantage intéressée à d'autres types d'organisations, comme les mouvements de résistance, en charge de l'action politique et de la propagande, et les maquis. Le travail que nous livrons ici est donc inédit. Dans la presse, comme dans certains écrits académiques, l'expression « réseau de résistance » est régulièrement utilisée pour qualifier, sans distinction, l'ensemble des organisations résistantes sous l'occupation. Les réseaux excitent l'imagination, car ils renvoient à la dimension militaire de la résistance, aux saboteurs attaquant la commandanture locale armes à la main ou dynamitant usines et voies ferrées. Ils inspirent les héros de romans, de films d'espionnage, par exemple autour du personnage de James Bond, ou de séries télévisées, comme Au service de la France ou Le Bureau des légendes. Ils ont parfois été transposés à l'écran, ainsi dans L'Armée des ombres de Jean-Pierre Melville ou dans Papy fait de la résistance de Jean-Marie Poiret. Ces narrations sont tragiques, romanesques, comiques, voire érotiques. Pourtant, durant la Seconde Guerre mondiale, les réseaux de résistance ont concerné des hommes et des femmes, presque toujours demeurés anonymes, qui ont combattu dans l'ombre et sont morts dans la douleur et l'obscurité. Des résistants se sont élevés contre l'emploi à tort et à travers du terme « réseau » pour désigner leur organisation résistante. L'ancien résistant du mouvement Combat, Claude Bourdet, 1909-1996, dans son ouvrage « L'aventure incertaine », publié pour la première fois en 1975, s'insurge. Peut-être faut-il d'abord dire quelques mots sur une distinction qui est claire pour les anciens clandestins, mais dont j'ai souvent constaté qu'elle ne l'était pas pour la majorité de l'opinion. La distinction entre mouvement de résistance et réseau. Combien de fois m'a-t-on posé des questions sur mon réseau, ou m'a-t-on présenté comme l'un des chefs du réseau Combat? Dans la presse, le mot « réseau » est utilisé de préférence dès qu'il s'agit d'une action de résistance. La littérature, les films y sont pour beaucoup. Un réseau, cela je ne sais quoi de secret, de romanesque. On évoque James Bond et des coups extraordinaires. Plus profondément encore, l'idée de réseau excite ce qu'on pourrait appeler le complexe de Tintin ou de Superman, l'individu isolé tenant en échec des forces considérables. Je laisse aux psychanalystes le soin de creuser davantage les raisons secrètes de ces images de puissance. Le nom de mouvement, au contraire, évoque la politique. Un mouvement, c'est une organisation comme une autre. Ce n'est vraiment pas la peine de faire la guerre et de laisser occuper un pays pour ne créer que des mouvements. Ce qui est vrai, c'est que l'action des mouvements se prête peu, dans l'ensemble, aux évocations romancées, journalistiques ou cinématographiques, ou alors c'est dans le cas où elle s'apparente à celle des réseaux. Claude Bourdet propose donc une définition censée faire la distinction entre les mouvements et les réseaux.
Elle est largement acceptée aujourd'hui par la communauté historienne. Un réseau, selon lui, est un organisme créé en vue d'un travail militaire précis, essentiellement le renseignement, accessoirement le sabotage, fréquemment aussi l'évasion de prisonniers de guerre et de pilotes tombés chez l'ennemi. Les mouvements, eux, ont la charge de l'action politique et de la propagande par l'intermédiaire, entre autres, de la production de tracts, de la publication de journaux clandestins et de l'élaboration d'un programme en vue de la libération. Depuis, paradoxalement, si tout est réseau dans les représentations, rien n'est réseau dans la production scientifique dès lors que ne correspondant pas à la définition de Claude Bourdet. Ainsi, l'historien Julien Blanc rejette l'appellation réseau pour le Musée de l'Homme. Il critique l'aspect rétroactif du terme apposé en 1946 au moment de la liquidation, mais souligne surtout la distorsion entre l'appellation officielle et la réalité qu'elle est censée recouvrir. Cette réalité qui serait celle décrite par Claude Bourdet, quand bien même elle est proposée 30 ans après les faits. Figure d'autorité, Claude Bourdet a joué un rôle majeur dans la clandestinité au sein du mouvement Combat, puis dans la connaissance du monde souterrain de la résistance lyonnaise. Sa définition n'est pourtant pas moins rétroactive que les relectures opérées au lendemain de la guerre. Elle est proposée en 1975, au moment où la mémoire de son mouvement doit être défendue après l'arrêt de la publication du journal Combat. Surtout, elle suppose que l'identité des réseaux est figée et dans le temps et dans l'espace. Il existerait un idéal type du réseau, caractérisé par des invariants niant l'existence de dynamique chronologique et spatiale. Le Musée de l'Homme est bel et bien un réseau, mais dont la forme, les structures et les modalités d'action reflètent ce que furent des réseaux en 1940, lesquels n'ont rien à voir avec ceux de 1944, et encore moins avec les définitions de 1946 ou de 1975. En réalité, si Claude Bourdet propose des éléments pour séparer les réseaux des mouvements, ou plutôt de son mouvement, c'est parce qu'il rejette pour ce dernier l'assimilation à une forme d'organisation et à un mode d'engagement qu'il méprise. Que ce soit dans son témoignage en 1946, aujourd'hui conservé aux Archives nationales, ou dans L'Aventure incertaine, il se montre hostile aux services secrets qu'il accuse de vouloir accaparer les forces de la résistance intérieure. Il y défend le primat de la propagande, critique l'incompétence supposée des autres mouvements de résistance et manifeste son hostilité envers l'action des services de renseignement et des réseaux. Selon lui, ces organisations sont greffées de l'extérieur, agentes d'une France libre ou de l'étranger qui complotent pour soumettre la résistance intérieure, laquelle, d'essence strictement franco-française, revendique son indépendance. Il ne cite pratiquement aucune source et ne donne aucun exemple précis pour appuyer un raisonnement que son expérience et son autorité suffiraient à valider. Son texte synthétise les rancœurs nées sous l'occupation entre les différents acteurs de la résistance, unis pour la victoire finale, mais rivaux dans l'exercice du pouvoir, puis dans la compétition mémorielle. Cette définition biaisée ne suffit pas pour comprendre la nature du rôle joué par les services secrets alliés et leurs réseaux dans la France occupée. Le dépouillement des archives permet de brosser le portrait des réseaux de résistance nés dans l'urgence de la défaite. Entendons-nous bien. Le réseau de résistance n'est pas une entité dotée de structures qui, créée en amont, agrégerait ses agents. C'est l'inverse. Ce qui fait le réseau, ce sont les hommes et les femmes qui le constituent. Il naît de liens interpersonnels patiemment construits et tire son originalité de relations précoces et étroites nouées avec un service secret qui finance et pilote la lutte clandestine. Toutefois, il n'est en rien un instrument exécutant aveuglément des directives venues de Londres ou d'Alger. Au contraire, les tensions sont nombreuses entre ses interlocuteurs. Un réseau est le produit d'un mouvement social qui fusionne des initiatives isolées. Il est le fruit d'une rencontre, d'une résistance pionnière et des services secrets qui s'efforcent de prendre pied sur le continent. Cela explique l'opacité de ces organisations ainsi que l'empirisme et la diversité de leurs structures difficiles à délimiter. De ce fait, les réseaux sont rebelles à la monographie.
Leurs contours sont flous. Leurs activités échappent à une analyse qui ne prendrait en compte qu'une échelle géographique, locale ou départementale. Le réseau de résistance est une somme d'expériences combattantes menées dans la clandestinité. Ces caractéristiques limitent aussi la possibilité de dresser des panoramas généraux et exhaustifs. Pas plus que le soldat d'Azincourt, de Waterloo ou de la Somme, l'agent clandestin ne possède une vision suffisamment large pour appréhender et comprendre le déroulement général de la bataille. Ainsi, faire l'histoire des réseaux, c'est faire l'histoire d'une guerre clandestine telle qu'elle est perçue ou vécue par la troupe qui la mène sur le terrain, pour reprendre l'expression de John Keegan. Depuis la Libération, les réseaux sont catégorisés selon 3 missions: l'évasion, le renseignement et l'action. Cette tripartition rétroactive n'est pas dénuée de fondement, mais résume des engagements de fait plus diversifiés et complexes. Les réseaux sont pilotés et financés par les services secrets de la France libre, mais aussi par ceux des Alliés. Leur constitution s'inscrit dans une chronologie variable et dispersée. Démembrées, reconstruites, ces organisations diffèrent dans leur version aboutie selon les missions assignées. Leurs archives permettent de dégager une typologie. Les réseaux d'évasion forment un cycle du sauvetage organisé autour d'un secteur de ramassage, un secteur de transit et un secteur d'évacuation, chacun s'étendant par capillarité. L'objectif est de récupérer et de protéger des aviateurs abattus au-dessus du continent, de les acheminer d'abord vers Paris et sa région, grâce à l'infrastructure de transport héritée du XIXe siècle, avant de les évacuer à travers la frontière terrestre par les Pyrénées ou la frontière maritime de la Manche, souvent par la Bretagne. Les réseaux d'évasion sont le produit à la fois de la résistance civile et de la résistance militaire. Ils s'appuient fermement sur le tissu social, sans lequel il ne peut y avoir de survie à long terme, mais ils remplissent des buts de guerre. Les réseaux de renseignement, quant à eux, sont des toiles aux multiples ramifications construites à partir d'une centrale qui assure l'ordonnancement et se trouve en contact direct avec le service secret référent. La centrale est composée du chef du réseau, de son état-major, du secrétariat et de différents services, radio, chiffres, etc. Ils doivent établir un maillage étroit du territoire afin de le rendre transparent pour le service de renseignement qui les pilote de l'autre côté des frontières. Ils ne remplissent qu'une partie du cycle du renseignement: l'orientation, la collecte de l'information, son traitement et la transmission vers le service secret dont ils dépendent, qui se charge pour sa part de l'analyse puis de l'exploitation. Leurs missions sont guidées par l'envoi de questionnaires qui définissent les renseignements à collecter. Ces documents montrent qu'initialement leur fonction est défensive. Connaître les préparatifs d'une éventuelle opération allemande à travers la Manche, localiser les différentes armées et plus tard les armes secrètes qui s'abattent sur Londres, évaluer l'effort économique et industriel au profit des occupants, les circulations de la Kriegsmarine et l'activité des ports et arsenaux militaires. À partir de 1942, les perspectives deviennent offensives. Connaître les moyens de défense de l'ennemi pour mieux les contourner, ou pour commander la mise en œuvre de bombardements ou de sabotage, par exemple. Les réseaux de renseignement s'investissent aussi pour une meilleure connaissance des aspects politiques, militaires et économiques du territoire où leur action s'inscrit. La collecte se fait par observation directe, grâce à des agents déjà présents sur les cibles désignées ou qui circulent à bicyclette sur un territoire défini. L'imaginaire de la résistance retient la figure de l'opérateur radio, le fameux pianiste émettant à la nuit tombée des renseignements vitaux vers Londres. Dans les faits, le recours exclusif aux opérateurs radio pour la transmission du renseignement est progressivement abandonné par les services secrets du général de Gaulle, le Bureau central de renseignement et d'action, BCRA, du fait de l'efficacité de la radiogoniométrie allemande. Dès 1942, les renseignements sont transmis également par opération aérienne. C'est la mission des réseaux opératoires qui mettent en œuvre des ponts aériens entre la France occupée et l'Angleterre. Les réseaux des services secrets des États-Unis, l'Office of Strategic Services, OSS, choisissent, eux, de transmettre les renseignements collectés à travers les Pyrénées.
Seuls les réseaux du MI6 maintiennent l'usage des transmissions de renseignements par radio. L'action, enfin, ne se résume pas au sabotage dont l'exécution s'inscrit dans une chronologie précise. L'implantation des réseaux actions du BCRA et du Special Operations Executive, SOE, service secret anglais créé en juillet 1940, est similaire. Le BCRA, comme le SOE, souhaite centraliser l'activité autour d'une organisation principale, avant que la destruction de cette dernière, un même jour de juin 1943, n'oblige à un effort plus territorialisé. In fine, il s'agit de faire mat à l'ennemi par des actions ciblées, exécutées dans un temps et un espace prédéfinis au moment du débarquement. S'ils sont tous reliés étroitement à leurs services secrets respectifs par les échanges radios ou les opérations aériennes et maritimes, les réseaux actions empruntent la forme d'un circuit, terme utilisé dans les archives anglaises, gravitant autour du chef, et sont dispersés en petites équipes autonomes qui n'attendent que ses ordres. Cela n'empêche pas la pratique, par quelques réseaux, d'un sabotage décomplexé qui fait ses heures légendaires et construit les mythes collectifs de la résistance. L'effort principal porte cependant sur l'acheminement de personnel et de matériel, de plans et de phrases codées en prévision du jour J. Ces réseaux remplissent principalement 3 types de missions complémentaires. Les réseaux opératoires sont chargés d'entretenir les communications transfrontalières pour garantir l'arrivée ou le départ du personnel. Les réseaux préparatoires ont pour mission de recevoir et de stocker le matériel qui sera utilisé au moment opportun. Les réseaux saboteurs s'attachent à frapper les industries, les moyens de communication, voire les installations allemandes. Enfin, à partir de la fin 1943, des réseaux maquisards sont en contact direct avec les maquis, auprès desquels ils s'installent et dont ils garantissent une partie de l'encadrement et du ravitaillement. Des traits communs peuvent-ils être dégagés? Dans tous les cas, le réseau est une construction humaine, initialement empirique, qui doit beaucoup à la créativité des agents, hommes et femmes. Concernant la forme finale, à partir du chef et de la centrale se déploie une organisation non pas pyramidale, mais centrifuge. Les réseaux, même pionniers, ne sont pas des nébuleuses ni des rhizomes, et encore moins des archipels, contrairement à ce qu'avance Julien Blanc. Loin d'être indépendants, les différents secteurs gravitent à plus ou moins longue distance de la centrale et leur nature n'a rien de disparate. Contraints de s'adapter sans cesse à l'environnement et devant se prémunir contre la traque menée contre eux, ils ont des contours en perpétuelle mutation. Contrairement aux rhizomes, le réseau opère une lutte secrète, parfois nocturne, mais rarement totalement souterraine, car la majorité de ses agents agissent au grand jour, sous couverture, en parallèle d'activités officielles. Tel le dieu Janus, ils ont un double visage et mènent une double vie, faite d'angoisse, de peur, de fatigue, de douleur et d'espoir. Gilles Deleuze et Félix Guattari voient dans le rhizome une structure évolutive, mais de manière uniquement horizontale et dénuée de tout niveau hiérarchique. Or, le déploiement des réseaux est multidimensionnel et leurs têtes sont clairement identifiables, y compris du point de vue des polices chargées de les traquer. Si l'on veut utiliser une métaphore, à partir d'un service secret se déploie une galaxie de réseaux qui sont semblables à un système planétaire. En astronomie, celui-ci est organisé par une étoile autour de laquelle gravitent des corps célestes et des planètes qui disposent elles-mêmes de leurs propres satellites. De même, à partir d'un chef, homme ou femme, se déploie une centrale et de là une multitude de sous-réseaux qui acceptent l'effet de son attraction. Le système général demeure dynamique mais pas chaotique, au sens physique du terme. Le noyau initial se compose de quelques agents unis par des liens de sociabilité autour desquels se déploient les sous-réseaux, eux-mêmes régulièrement divisés en secteurs et disposant de leur système autonome propre. Ils restent sensibles aux conditions initiales et subissent les effets papillons d'un événement parfois lointain qui en bouleverse l'ordonnancement, les met en coupe réglée, voire les anéantit. Le déploiement n'est pas désordonné et reflète les besoins dictés par la guerre. Les sous-réseaux et les secteurs sont créés et le recrutement s'opère là où ils sont nécessaires pour la mission assignée.
D'autres femmes et hommes participent aux activités et à la survie du réseau par le soutien qu'ils lui apportent, sans nécessairement en être membre à part entière. Les chapitres suivants s'appuient sur le dépouillement général des sources et des dossiers relatifs à l'engagement des réseaux en France comme en Angleterre, et sur l'analyse systématique des témoignages des agents. Ces dossiers sont restés inaccessibles jusqu'au début des années 2000, et il s'agit ici de leur première étude globale et transversale. Le lecteur intéressé trouvera dans le manuscrit original déposé à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne une présentation analytique de ces sources, un appareil critique plus développé et l'exposé de notre méthode. Comme toujours, fille du but que l'on poursuit, disait Lucien Febvre. Le nôtre n'est pas de faire une description complète de l'itinéraire des dizaines de milliers d'agents secrets de la période, mais de proposer une synthèse représentative et accessible des données collectées à ce jour. Il n'y a pas ici la moindre prétention à l'exhaustivité. Ce travail en appelle beaucoup d'autres, qui eux non plus ne seront pas exhaustifs ou complets, ce mot d'enfant ou de vieux savant, disait le même Lucien Febvre. Nous avons cherché à comprendre et à faire comprendre l'expérience d'une forme de guerre clandestine inédite, l'engagement d'hommes et de femmes faisant réseau et la nature de ces organisations secrètes. Introduction. Le 6 juin 1944, grâce au réseau de renseignement, les Alliés ont une connaissance précise des forces ennemies en présence. Des liaisons clandestines, par radio, opérations maritimes ou aériennes, sont mises en œuvre avec une remarquable efficacité pour faire entrer et sortir du personnel et du matériel du territoire occupé. Des milliers d'aviateurs alliés abattus au-dessus de l'Europe ont été rapatriés en Angleterre pour reprendre le combat. Enfin, l'ensemble des cibles de sabotage explose dans le temps imparti, contribuant à la désorganisation de la défense allemande. Les réseaux participent au débarquement et au soulèvement armé de l'été 1944 qu'ils ont contribué à préparer en amont, en élaborant des parachutages d'armes et de personnel à destination des maquis et d'autres organisations en France. Ce qui nous intéresse n'est pas cette réussite, mais la manière dont les réseaux y parviennent. En 1940, les premiers agents secrets n'ont aucune idée ni de la date du débarquement, ni de ce qu'ils doivent faire, ni de la manière de s'y prendre. Ils improvisent leurs moyens et leurs méthodes et déploient des trésors d'inventivité. Presque aucun, toutefois, ne survit aux premiers mois de cette guerre clandestine. Leurs successeurs bâtissent de nouveaux réseaux, qui eux-mêmes sont frappés continuellement par la répression allemande, italienne et vichiste. Les réseaux démontrent la nécessité d'extraire le phénomène résistant d'une dimension strictement nationale ou franco-française. Il est ainsi plus correct de parler non de résistance française, mais de résistance en France. Ce pays est le terrain d'activité non seulement des services secrets de la France libre, mais aussi d'agents qui combattent pour libérer un pays qui n'est pas celui de leur commanditaire, voire pas le leur du tout. Il ne s'agit pas de diminuer les mérites des Français libres, mais de laisser une place au rôle des étrangers dans la résistance et d'observer les interactions entre les différents territoires européens et au-delà. De fait, notre approche se veut transnationale. Il faut replacer les événements dans une perspective plus large, non celle d'une seule bataille de France, mais celle d'une guerre mondiale, ou, pour reprendre l'expression d'Alia Aglan et de Robert Frank, une guerre-monde, c'est-à-dire un conflit armé global dont le processus progressif de mondialisation a modifié les catégories et les représentations de l'espace et du temps. La résistance des réseaux en est un des symboles. Loin d'être immobiles dans leur temps et dans leur espace, ils se caractérisent par leur mobilité et génèrent des flux transnationaux. Des connexions sont établies loin de leur base initiale, des renseignements, des hommes et du matériel parcourent des centaines, voire des milliers de kilomètres et bouleversent les frontières géographiques, sociales ou genrées. Pour les réseaux, il n'existe pas de frontières. Pourtant, l'Europe tombée sous la loi nazie est un territoire contraint, zébré et divisé par des frontières, actrices majeures de la guerre. En géographie, les frontières politiques
postérieures aux conceptions établies par les traités de Westphalie signés en 1648, sont définies comme des limites d'aires de souveraineté. Les nazis ont voulu détruire le système westphalien, véritable source des maux de l'Allemagne. L'effondrement du Saint-Empire romain germanique et son éclatement en une multitude de micro-États souverains est selon eux une machination française pour affaiblir sa rivale continentale. La défaite de 1940 marque la fin de ce système international instauré au XVIIe siècle qu'il faut renverser contre l'ennemi vaincu. La division des territoires en zones délimitées par des frontières s'inspire pourtant de cette organisation ONI que les nazis retournent à l'envoyeur. Les frontières sont constitutives de l'établissement de leur domination et un instrument majeur d'oppression. Les conceptions nazies en la matière restent pourtant paradoxales. D'un côté, ils envisagent les territoires conquis comme un immense bloc monoracial, théâtre d'une germanité retrouvée après leur victoire dans la séculaire guerre des races, aboutissant à l'élimination des Juifs, des handicapés mentaux, des tziganes et de tous les parasites menaçant la pureté biologique aryenne. Georges-Henri Soutou montre que les nazis et fascistes développent des projets européens. Le Troisième Reich souhaite aussi en finir avec la division de l'Europe en petits États-nations issus du traité de Versailles. De plus, leur objectif est de barrer la route au mondialisme libéral états-unien. D'un autre côté, ils découpent leur conquête en tranches, également dans le cas de la Pologne, pour progresser d'une étape dans le processus génocidaire. Les frontières participent à ce projet d'atomisation des sociétés parce qu'elles sont envisagées comme des barrières qui catégorisent les populations et les séparent les unes des autres. Dans la France de 1940, chacune des zones déploie son propre appareil exécutif, voire législatif. Elles forment ainsi autant de dyades qu'elles divisent les territoires. Elles introduisent non seulement une coupure, mais aussi un éloignement, autant géographique que social. Les frontières sont le problème majeur des réseaux de résistance. Elles sont des obstacles à leur implantation parce qu'elles créent de la distance entre leurs différents territoires d'action d'une part, avec les services secrets qui les pilotent de l'autre. En 1940, les réseaux apparaissent ainsi dans des territoires dispersés, isolés, encerclés. Les premiers agents font face à une situation d'enclavement total ou partiel à cause des frontières maritimes, terrestres et des obstacles matérialisant la présence d'une ligne de démarcation. Leurs activités et leur survie dépendent entièrement des circulations transfrontalières précoces qu'ils parviennent à établir et dont ils maintiennent coûte que coûte l'existence. Elles peuvent concerner la mobilité des agents secrets, les renseignements qu'ils recueillent pour Londres, les aviateurs qu'ils évacuent vers l'Angleterre ou le matériel qu'ils réceptionnent. En 1944, les réseaux achèvent de bousculer ces contraintes et ce n'est pas le moindre de leurs succès. Ils sont parvenus à mettre en relation des territoires distants, à établir des moyens de communication transfrontaliers, réciproques et réguliers, y compris à partir de l'Empire français, où on observe également l'émergence de ce type d'organisation. On le comprend, la question des frontières est ici centrale. Plusieurs d'entre elles ont fait l'objet d'études, mais il faut maintenant les aborder à travers leur relation avec la résistance des réseaux. Comment, au milieu de cette Europe divisée par de nouvelles barrières, ces derniers sont-ils parvenus à les outrepasser? Quels moyens techniques, technologiques et humains ont-ils imaginés pour vaincre la distance et rapprocher les différents territoires dans lesquels ils agissaient? À la suite de la mondialisation du conflit, les réseaux ont suivi le même mouvement de globalisation pour former une résistance monde, stade d'accomplissement d'une défaite de la frontière qui signe aussi la défaite des projets nazis. Qui sont les agents secrets qui travaillent au sein des réseaux de résistance? Ce sont des hommes et des femmes très majoritairement inexpérimentés dans le combat clandestin. Le recrutement est éminemment fonctionnaliste. Il n'a jamais été question de recruter massivement. Il fallait recruter utile, de manière pragmatique. S'il échappe parfois au contrôle, le recrutement n'est désordonné qu'à la marge.
Des agents doivent être trouvés là où le réseau en a besoin, au moment où il en a besoin, pour des missions définies, en dehors de toute prise en compte de l'état d'esprit de la population environnante. Volontaire certes, l'agent est surtout utile par sa situation professionnelle ou géographique. Si les jeunes ne sont pas absents des réseaux, la pyramide des âges montre que les années de naissance s'étalent en moyenne de la fin du XIXe siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale. Il s'agit d'hommes et de femmes bien intégrés dans la société de leur temps, souvent mariés, avec des enfants, possédant un emploi et un revenu qui permettent de concilier vie officielle et vie clandestine. Dès lors, les jugements rétrospectifs concernant les effectifs des réseaux, qui vont de faibles à pléthoriques, sont vains. De même, on s'abstiendra ici d'employer l'expression « résistant de la première heure » ou de considérer avec suspicion celles et ceux qui s'engagent tardivement. Le recrutement est une démonstration de pragmatisme à grande échelle. Si les catégories socioprofessionnelles sont éclectiques, si l'entrée en résistance pionnière met en valeur des réactions épidermiques individuelles, seul compte finalement, pour expliquer l'extension des recrutements, cette disponibilité fonctionnelle poussée à son degré le plus extrême. Dans ce cadre, la frontière traditionnelle ville-campagne est ignorée. L'exemple des réseaux souligne l'importance des villes rattachées au chemin de fer, lequel permet les déplacements sur de longues distances et oriente l'installation des secteurs, notamment ceux des réseaux d'évasion. Mais tous les réseaux, s'ils établissent le plus souvent leur centrale en ville, recrutent en même temps en milieu rural, où la présence des forces d'occupation est moindre. C'est à la campagne que les opérateurs radio finissent par transmettre leurs messages chez des habitants complices pour être repérés moins rapidement, que les aviateurs sont secourus puis pris en charge, que sont constitués des comités de réception pour les réseaux opératoires ou préparatoires. Les liaisons entre les deux espaces sont entretenues grâce aux efforts des cadres et autres agents montés sur leurs bicyclettes. Il y a un dialogue constant, une complémentarité entre les réseaux et les notables locaux. Toutes ces données ont des conséquences sur la sociologie des réseaux. Ils sont élitistes dans leur recrutement, y compris quant au niveau de ressources des agents. Si financement extérieur il y a, il concerne prioritairement ceux qui doivent entrer entièrement dans la clandestinité, soit une minorité des agents. Beaucoup participent à la guerre clandestine sur leurs fonds propres, voire souscrivent des emprunts, qui ne seront pas toujours remboursés à la libération. La clandestinité coûte cher à ces civils dont ce n'est pas la profession. Il faut, pour s'y impliquer, avoir les moyens de la supporter tout en assurant la subsistance de ses proches. Faire coexister deux vies, celle, quotidienne, que l'on montre au monde, et celle que l'on s'efforce de cacher. À travers la question du passing, Juliette Pattinson s'interroge. Comment les agentes du SOE se sont-elles fait passer pour des Françaises ? Pour le comprendre, la question doit être élargie afin de prendre en considération le recours généralisé à des stratégies de dissimulation. L'ensemble des moyens mis en œuvre par les résistants pour cacher leurs activités aux yeux du monde et des occupants. Les agents construisent une société clandestine qui possède son propre régime de temporalité. Une société faite de pseudonymes, de phrases codées, compréhensibles uniquement par les initiés. Émerge ainsi une hiérarchie ad hoc et des enjeux de pouvoir, à la fois entre les réseaux et les services secrets dont ils dépendent, mais aussi à l'intérieur de chaque organisation. L'étude des réseaux doit également aborder la construction de cette hiérarchie et les tensions qui en découlent en interne et en externe. Le financement fourni par un service secret à un réseau permet au premier de contrôler l'activité du second. Il existe cependant un effet frontière dans les relations entre les services secrets et leurs réseaux. La distance entre les services londoniens et les agents qu'ils pilotent engendre une incompréhension mutuelle. L'expérience de la clandestinité n'est pas perçue de la même façon selon le côté de la Manche ou de la Méditerranée où l'on se trouve. Sur le terrain, cela génère chez les agents des manifestations d'hostilité envers ces interlocuteurs lointains dont les consignes semblent inadaptées, dont les manuels d'entraînement s'avèrent rapidement obsolètes, qui ne comprennent rien à l'expérience qu'ils vivent et prétendent en plus réguler leurs affaires intérieures.
cette méconnaissance arrange aussi parfois les réseaux. Dans les rapports envoyés à Londres, les effectifs sont régulièrement grossis par rapport à la réalité. Il ne s'agit pas là de construire sa légende, mais d'obtenir du service secret, convaincu par la nécessité du nombre, le maximum d'argent et de matériel. Lorsque Londres s'aperçoit de la supercherie, la déception peut se traduire par une dévalorisation a posteriori de la mémoire du réseau. Quelle est la répartition sexuée des rôles au sein des réseaux ? La France de 1940 n'est pas exempte de stéréotypes au sujet de ce que devraient être, en temps de guerre, les rôles respectifs des hommes et des femmes. Les études de genre sont un outil utile pour comprendre l'expérience clandestine au sein de la résistance des réseaux. Elles permettent aussi de relever qu'il n'existe pas de modalité d'engagement spécifiquement féminine ou masculine. Nous décentrant d'une histoire du groupe social des femmes ou des hommes en particulier, nous privilégions une histoire comparée des hommes et des femmes dans la guerre clandestine, à hauteur des acteurs et des actrices. Nous constatons ainsi la difficulté à réduire les engagements à des pourcentages en fonction des missions assignées. Au sein des réseaux, la même fonction a pu être remplie par des hommes ou par des femmes, y compris le commandement, à une échelle générale ou plus locale. Le recrutement dans son aspect pragmatique et les missions confiées peuvent refléter les stéréotypes de genre des cadres et des décideurs, mais tous s'adaptent finalement à ce que les uns et les autres pensent être les représentations de l'adversaire au sujet de la place et du rôle des femmes en temps de guerre. Pour brouiller les pistes, des hommes se choisissent des pseudonymes féminins, et réciproquement. La résistance des réseaux repose aussi sur l'instrumentalisation du genre, dans l'espoir d'en tirer un avantage tactique. Face à eux se dressent des professionnels de la traque des organisations clandestines, en particulier allemands. Le terme « Gestapo » est à la fois le plus connu et le plus impropre pour désigner les services de répression du Reich. En zone occupée, le Militär Befehlshaber in Frankreich, MBF, est chargé de maintenir l'ordre et la sécurité. La sécurité des troupes allemandes, les missions de contre-espionnage, de justice militaire et de propagande sont coordonnées par le Kommando Stab, qui dirige les forces de police du MBF, de la Feldgendarmerie et de la Geheime Feldpolizei, GFP. La zone rattachée, Nord-Pas-de-Calais, est comprise dans le Militärverwaltung in Belgien und Nordfrankreich, administration militaire qui couvre aussi la Belgique, avec à sa tête le Militärbefehlshaber in Belgium und Nordfrankreich, MBB. En matière de répression allemande, l'ennemi principal des réseaux est l'Abwehr. En France, elle est rattachée à la section 1C sous la direction du lieutenant-colonel, promu ensuite colonel, Friedrich Rudolph. L'Abwehr est divisée en 3 sections qui se partagent les tâches d'espionnage, section 1, de sabotage et de propagande, section 2, et de contre-espionnage, section 3. La section 3 agit contre les organisations de résistance, infiltration, démantèlement des réseaux d'évasion, neutralisation ou manipulation des émetteurs radio. Dans les faits, l'Abwehr se cantonne au renseignement et travaille en liaison avec le SD, Sicherheitsdienst, service de sécurité. L'exécution des arrestations est déléguée au GFP. Cette situation demeure jusqu'au printemps 1942, où une série d'ordonnances du MBF consacre la suprématie du SD dans l'appareil répressif allemand et intègre dans cette structure les officiers de la GFP. La recension des résidences, la délivrance des Ausweis pour les circulations nocturnes ou côtières demeure ainsi du ressort de la Feldgendarmerie et des Feldkommandanturen. L'Abwehr conserve ses missions d'infiltration des réseaux et doit informer la ZIPO-SD. D'autres services menacent la sécurité des réseaux. L'OVRA italienne, la police de Vichy et bien entendu l'activité de traîtres et d'espions ennemis. L'efficacité des services de répression est indéniable. Ils lisent à livre ouvert dans les réseaux et les amputent périodiquement de leurs agents. Ce n'est pas l'arrestation individuelle qui est recherchée, mais le coup de filet collectif, avec pour objectif ultime de couper les liaisons transfrontalières des réseaux, conduisant à la mort de ces derniers.
Les opérateurs radio, repérables grâce à la radiogoniométrie, sont donc particulièrement visés. Les communications internes, qui reposent sur des agents de liaison, sont aussi autant de faiblesses, car ce sont des secteurs entiers qui risquent de perdre le contact avec leur centrale et donc de se voir privés du financement indispensable à leur action. C'est également au cours de ces prises de contact entre les membres de la même organisation que les agents doubles ennemis parviennent à les identifier et à tirer les fils, jusqu'à opérer une coupe drastique ou déclencher une catastrophe. Dès lors, si les agentes de liaison sont surreprésentées parmi les résistantes arrêtées, ce n'est pas parce que cette mission serait spécifiquement féminine. C'est parce que les agents qui occupent cette fonction, hommes ou femmes, sont des cibles prioritaires. Ces arrestations sont facilitées par l'absence d'un cloisonnement réel entre agents, voire entre réseaux, qui travaillent de toute façon avec tout ce que leur territoire compte d'organisations résistantes. L'idée selon laquelle les réseaux seraient des organisations cloisonnées selon la règle des 3, un agent ne se trouve en contact qu'avec 2 autres agents, est le fruit d'une reconstruction. La violence, donnée ou subie, est constitutive de l'engagement résistant. Pascal Copeau, 1908-1982, engagé dès l'été 1942 dans le mouvement Libération Sud, nous met en garde. Il ne faut pas craindre de tremper vos plumes dans le sang, car derrière chacun des sigles que vous explicitez avec beaucoup de connaissances livresques, il y a des camarades qui sont morts. Entendu. Les pages qui suivent comptent beaucoup de morts. Très peu d'agents usent de la violence à outrance. Les sabotages à grande échelle ou les assassinats sont des exceptions, à réinscrire dans le temps de leur exécution plus que la règle. La violence est surtout subie. L'histoire des réseaux est aussi celle de catastrophes spectaculaires qui entraînent l'arrestation, la déportation, voire la mort des agents. La capacité à obtenir des informations des agents capturés est une autre arme de la répression. Les tortures subies lors des interrogatoires n'ont pas fait l'objet d'études historiques à ce jour. Elles sont connues essentiellement dans le cadre d'une narration épique, doloriste, recourant volontiers aux détails les plus sordides pour mieux exalter le courage individuel des résistants qui n'ont pas parlé. Or, l'étude des dynamiques de la répression des réseaux montre que ne pas parler relève aussi de l'exception. Après la libération, plusieurs agents, hommes et femmes, racontent ce qu'il est advenu lorsqu'ils se sont retrouvés à la merci de leurs bourreaux. Tous se défendent d'avoir cédé. Certains accablent ceux de leurs camarades qui n'ont pas su tenir leur langue, volontiers qualifiés de traîtres. Parler sous la torture, c'est donner le nom d'un camarade qui a placé sa confiance en votre capacité de tenir jusqu'à la mort. C'est briser le pacte tacite de confiance qui unit les membres d'une même organisation. Cela explique l'hostilité envers ceux et celles qui ont parlé. La torture n'est pas la marque d'un interrogatoire qui dérape ou d'un Allemand plus sadique qu'un autre. Elle est à la fois un lieu, un environnement et un système caractérisant l'oppression et la domination du bourreau sur sa victime. C'est une juxtaposition de gestes et de représentations mutuelles qui vise à obtenir un aveu. De cet aveu découle une meilleure connaissance pour les services de répression de l'architecture du réseau qu'il s'agit de faire tomber dans un temps très bref et au moment opportun. L'analyse des pratiques liées à cette forme de violence extrême doit être intégrée à toute étude portant sur les politiques répressives et sur les expériences combattantes au sein de la résistance. Plus largement, le traitement actuel des rapports entre le genre et la mise en œuvre des politiques répressives, notamment l'usage de la violence donnée ou subie, est souvent le miroir des stéréotypes de notre monde contemporain. Perdurent des idées reçues. L'engagement résistant sous sa forme militaire, avec ou sans armes, aurait été l'apanage de la masculinité. Les femmes auraient plus facilement dupé les Allemands parce que femmes. Elles auraient bénéficié d'un traitement plus clément de la part de la répression allemande, voire d'une retenue sélective dans l'usage de la violence. L'étude des réseaux montre au contraire que les femmes y sont des combattantes à l'égal des hommes. Elles n'ont été absentes d'aucune forme d'engagement et leur genre ne les a jamais protégées des bourreaux.
Chapitre 1er. Des réseaux dans la résistance. Comment inscrire les réseaux de résistance dans la longue histoire des activités subversives observables depuis l'Antiquité? Sont-ce des inventions de la Seconde Guerre mondiale, des héritiers lointains de formes d'engagement asymétriques? Si des références peuvent être trouvées, le contexte de leur naissance démontre une identité originale au regard de l'histoire récente ou de longue durée de la guerre. Après 1945, 268 réseaux sont homologués parmi les forces françaises combattantes, FFC. Ce nombre est issu d'une procédure administrative menée par une commission nationale d'homologation où siègent majoritairement des représentants de la France libre. Ce dénombrement permet de définir un corpus représentatif afin de présenter la chronologie d'engagement des réseaux, les missions, la répartition par service secret, également de connaître le nombre d'agents secrets actifs en France. Toutefois, l'analyse fait apparaître que la procédure de la commission, complexe, rétroactive, est aussi une sélection non dénuée de parti pris, en lien avec les enjeux politiques et mémoriels de la libération. L'origine des réseaux. Une invention de la Seconde Guerre mondiale. Le principal objectif de la guerre est d'obtenir une victoire décisive sur l'ennemi. Cela nécessite de connaître ses intentions et ses capacités opérationnelles pour mieux prévoir sa stratégie et s'y adapter. Réciproquement, s'informer sur l'état d'esprit de la population, anticiper les contestations ou simplement se protéger des influences extérieures et des activités illicites et clandestines pilotées par une puissance étrangère justifie le déploiement d'agents par des services de renseignement à l'intérieur d'un autre État. Selon Sébastien Laurent et Olivier Forcade, leur tâche principale est de fournir des renseignements, intelligence, à des structures étatiques et ou à des individus, des décideurs. Leurs missions sont d'observer et de transmettre une information ouverte, donc visible par tous, ou fermée, c'est-à-dire cachée par la puissance adverse. La collecte et l'analyse des renseignements est ainsi la mission dévolue aux services de renseignement qui les transmettent à des décideurs, généralement des individus ou des États, qui choisissent de les exploiter ou non. Le renseignement désigne une information qui a été recoupée et vérifiée. L'opération de collecte donne à ceux qui le recueillent un renseignement brut, raw intelligence. Celui-ci est ensuite enrichi par une étude réalisée par des analystes qui peuvent alors adresser un renseignement aux décideurs. La recherche et la fourniture de renseignements s'inscrivent dans un processus nommé cycle du renseignement qui transforme une information brute en renseignement élaboré. Ce cycle comprend plusieurs étapes: l'orientation, la recherche, le traitement, l'analyse, l'exploitation et la diffusion. L'expression d'un besoin par un acteur étatique conduit d'abord à définir un cadre géographique ou temporel et un plan d'orientation. Sur cette base, la recherche de l'information s'adresse à une source humaine ou technique qui en permet la collecte. L'information est ensuite traitée, c'est-à-dire qu'elle est déchiffrée et analysée pour en évaluer la pertinence. Enfin, l'exploitation ou non du renseignement par le décideur auprès duquel il a été diffusé au bon moment conclut le cycle. La Seconde Guerre mondiale n'invente pas cette pratique. La plupart des traités militaires depuis l'Antiquité font référence à la nécessité de savoir ce qu'il se passe hors de son territoire. La guerre subversive et la pratique des sabotages ont aussi une histoire ancienne. La mise en œuvre est cependant envisagée pour servir un État resté souverain à l'intérieur de ses frontières et n'anticipe pas la soumission totale du territoire et le repli précipité dans un pays étranger. Or, en 1940, l'ensemble des pays d'Europe de l'Ouest s'effondrent à la suite de la Tchécoslovaquie et de la Pologne l'année précédente. Des gouvernements en exil ou des personnalités revendiquant leur représentativité se transportent en Angleterre. La France, quant à elle, est divisée en 7 zones d'occupation, dont une, celle non occupée, demeure sous la souveraineté provisoire du régime de Vichy, qui choisit la voie de la collaboration.
c'est sans précédent depuis l'émergence de l'État moderne. En 1914, toute la Belgique était devenue un pays encagé où les mobilités internes et les communications avec l'extérieur se voyaient drastiquement limitées. Le territoire était le terrain d'activité de plusieurs milliers d'agents de renseignement, tandis que des départements français du Nord se trouvaient occupés. La guerre, toutefois, n'avait pas cessé. Et en France, le gouvernement républicain continuait la lutte sans avoir à fuir à l'étranger. Le gouvernement belge, lui, s'installe à Sainte-Adresse, actuelle Seine-Maritime, et l'armée belge poursuit le combat, notamment sur les rives de l'Isère. S'activaient, certes, des organisations rattachées aux services secrets français et britanniques, qualifiées rétroactivement de réseaux. Cependant, ces réseaux de 1914 et de 1940 se ressemblent peu. Des pratiques d'espionnage existaient durant le premier conflit mondial, de même que des filières permettant de passer la ligne de front, mais sans l'échelle d'intervention européenne, voire mondiale, constitutive de la nature des réseaux durant le second. Entre 1940 et 1944, les réseaux doivent s'affranchir non pas d'une ligne de front, mais de frontières délimitant pas moins de 7 zones d'occupation dans le seul cas de la France, sachant que des organisations similaires naissent et combattent également dans le monde colonial. Certes, des agents déjà actifs lors de la Grande Guerre reprennent du service, notamment dans les réseaux belges ou installés dans le nord de la France. Toutefois, l'empirisme avec lequel les premiers réseaux sont constitués en 1940 en France et l'absence de référence nette à leurs homologues de 1914 témoignent de l'absence de transfert d'héritage. Des services secrets créés dans l'urgence de la défaite. En 1940, l'impréparation est totale. Comment reprendre pied dans les territoires occupés? Les services de renseignement sont accusés d'être en partie responsables de la situation. Dès 1918, Anglais et Français, voulant désarmer et surveiller l'Allemagne, avaient installé des postes de surveillance. Mais leur action s'est soldée par un échec. En cause notamment la cécité du deuxième bureau français face à l'impérialisme nazi et l'échec final à prévenir et à influer sur la stratégie du commandement, lequel, de toute façon, ne partageait pas nécessairement cette culture du renseignement. Pourquoi alors recréer des services secrets pour qu'ils déploient des réseaux d'agents secrets? Parce que, dans le nouveau contexte, les armées conventionnelles s'avèrent inutiles et qu'ils sont la dernière solution. À l'exception du MI6, tous les services secrets pilotant des réseaux sont des inventions de la Seconde Guerre mondiale. Et seul le service de renseignement anglais survit au conflit. Pour se présenter comme une alternative crédible à Vichy, la France libre se dote des moyens constitutifs d'un État alternatif. Les services secrets en font partie. Ils ont porté plusieurs noms. Nous retiendrons celui de BCRA, Bureau central de renseignement et d'action, confié à André de Wavrin, Passy, par le général de Gaulle. Ce dernier, qui assume son incompréhension et son dédain envers le renseignement, y voit un outil pour renforcer sa légitimité et peser dans les relations avec les Anglais. 2 sections de l'Intelligence Service, IS, interviennent également. Créé formellement en 1909, le MI6 dépend du Foreign Office en 1939. Et il est commandé par Stuart Menzies et Claude Dancey. Il conserve le contact avec le deuxième bureau de Vichy, mais ne possède après la défaite aucune autonomie en matière de collecte de renseignements sur le terrain. En juillet 1940, au moment où il en a le plus besoin, il se retrouve privé de sources humaines. Certes, les Anglais peuvent user des renseignements fournis par l'interrogatoire des prisonniers de guerre ou par la photographie aérienne. Il possède un avantage considérable en termes de renseignements techniques grâce aux spécialistes de Bletchley Park et au projet Ultra, facilitant l'interception des communications allemandes. Mais c'est insuffisant pour connaître avec précision les mouvements de troupes ou l'installation des mesures de défense. L'enthousiasme jamais démenti de Winston Churchill pour le Secret Intelligence achève de motiver le recrutement d'agents secrets et la constitution de réseaux.
La seconde section de l'Intelligence Service à intervenir est le MI9, créé formellement le 23 décembre 1939. Il a fait l'objet de quelques travaux et plusieurs de ses responsables, comme Donald Darling, James Langley ou Harry Neve, ont publié leurs mémoires. Le MI9 commence enfin à disposer d'un financement lui permettant d'ébaucher un programme liminaire à partir du moment où se pose, après la défaite, la question de la récupération des soldats bloqués en territoire étranger. Stuart Menzies et son adjoint Claude Dansey offrent leur aide à son chef, Norman Crockrat, pour créer une organisation spécialisée dans l'évasion entre le midi de la France, notamment Marseille, où se regroupe le résidu de l'armée britannique passé à la clandestinité ou simplement fait prisonnier, et l'Espagne, pays neutre le plus proche et dans le sud duquel se trouve l'enclave anglaise de Gibraltar. Claude Dansey envoie Donald Darling à Barcelone avec pour mission de reconstruire les communications avec la France et de monter un réseau reliant la ville à Marseille. De Barcelone, les évadés doivent être conduits à Lisbonne ou à Gibraltar pour être évacués vers l'Angleterre. Mais Donald Darling est rappelé par Samuel Orr, le nouvel ambassadeur anglais à Madrid, qui joue au même moment une partie diplomatique délicate avec le gouvernement de Franco. Les Espagnols ont repéré ses agissements et Darling est invité à regagner Lisbonne. C'est là, sous la couverture très officielle de vice-consul en charge des réfugiés et sous le pseudonyme de Sunday, qu'il commence son activité. Dans les faits, il ne dispose toujours d'aucun moyen pour le franchissement de la frontière pyrénéenne et l'entrée en France. Au printemps 1941, il est remplacé par James Langley, lui-même évadé. Côté États-Unis, en 1942, après l'entrée en guerre du pays, le Military Intelligence Service, MIS, qui possède une section chargée de l'interrogatoire des prisonniers de guerre, PWIS, est détaché du Military Intelligence Department, MID, actif depuis le milieu des années 1880. Le 6 octobre 1942, sur proposition du secrétaire au ministre de la Guerre Henry Lewis Stimson, une autre section est créée pour organiser l'évasion des prisonniers et aviateurs combattant sous l'uniforme des États-Unis. Le MI6X, qui collabore durant toute la guerre avec le MI9. Churchill détache de la responsabilité du MI6 la mission de mener des opérations spéciales et des sabotages en Europe de l'Ouest. Le 16 juillet 1940, moins de 15 jours après qu'André de Wavrin s'est vu confier sa nouvelle mission dans le cadre de la France libre, le Premier ministre anglais entérine de son côté la naissance d'un service secret inédit, le SOE. Il est indiscutablement une créature singulière, et ses réseaux ne le sont pas moins. Le SOE est rattaché au ministère de la Guerre économique, dirigé à l'époque par le travailliste Hugh Dalton, et se dote d'autant de sections que de territoires qu'il cherche à couvrir. Pour la France, il s'agit de la section F, commandée à partir de la fin de l'année 1941 par le major Maurice Buckmaster, assisté de Vera Atkins. Le mot attribué au chef du gouvernement britannique « Mettez le feu à l'Europe » exprime non seulement un impératif de victoire, mais aussi une exigence de rapidité des résultats. Si quelques actions sont montées dans le dernier semestre de 1940 avec des résultats variables, il faut attendre mai 1941 pour que le premier réseau SOE s'implante en France. Pourquoi un tel délai? À l'été 1940, personne ne sait comment mettre en œuvre un programme qui satisfasse à la fois le désir d'immédiateté du bouillonnant Premier ministre et un plan stratégique à long terme de reconquête de l'Europe tombée sous la loi nazie. Chacun prend donc judicieusement le temps de la réflexion avant de tenter quoi que ce soit. L'historien Michael Foot porte un jugement sévère sur cette lente mise en route. Pourtant, il y eut certes des chamailleries et des lourdeurs administratives, mais un temps de latence est inévitable. Les responsables du SOE ne souhaitent pas envoyer les quelques agents qu'ils parviennent alors à recruter à l'aveugle, par crainte de les perdre prématurément. Jusqu'à la fin du mois de mai 1941, ils ne savent presque rien des conditions de la vie quotidienne dans les territoires où ils ont ordre d'intervenir.
Les populations, passées en Angleterre sitôt la défaite constatée, sont sur ce point inutiles, ignorant les règles qui ont commencé à s'appliquer après leur départ. Pierre de Vaumécourt le constate à ses dépens, lui qui a le redoutable honneur d'être le premier organisateur et le deuxième agent parachuté en France par ce service secret. SOE ne savait rien des conditions de vie en France après la débâcle, même pas le coût de la vie ni les restrictions imposées. Cette ignorance a failli me faire arrêter le matin même de mon arrivée. Un journal de guerre du SOE permet de mesurer l'étendue du problème. En réalité, nous n'avions personne sur place dans les pays belligérants, occupés ou neutres de l'Europe centrale et occidentale. Le problème du SOE est en somme de faire rentrer les chevaux dans l'écurie une fois que la porte a été fermée, sans compter qu'il faut d'abord trouver les chevaux. Le recrutement d'agents est loin d'être une affaire simple. Les nationaux de pays ennemis présentent des problèmes de sécurité et de procédure, et le recrutement de citoyens des pays occupés est source de conflits avec les gouvernements en exil, qui s'alarment des possibles conséquences pour leurs compatriotes ou font tout bonnement obstruction par principe. L'Office of Strategic Services, OSS, ancêtre de la Central Intelligence Agency, CIA, déploie de son côté ses réseaux à partir de 1942. Rien de comparable n'existait aux États-Unis jusqu'alors, l'isolationnisme revendiqué ayant dissuadé de créer un service centralisant le renseignement extérieur. Depuis George Washington, le président s'est arrogé toutes les prérogatives sur le sujet et utilise à cette fin son corps diplomatique. Quelques structures ont été mises en place pour les besoins liés au contexte de la guerre de sécession, 1860-1864, aussitôt dissoute. L'intervention en Amérique du Sud au cours de la guerre du Chili contre le Pérou et la Bolivie, 1879-1882, a entraîné la création d'un organe de renseignement naval, puis de la Military Intelligence Division, MID, en 1885. Elle a connu quelques succès, mais employait peu d'agents. Le renseignement intérieur prime, ce qui se traduit par la création du Justice Department's Bureau of Investigation en 1908, qui devient le Federal Bureau of Investigation, FBI, en 1938. Le renseignement extérieur est fourni par le MI6 britannique, tandis que les armées disposent de services propres travaillant en ordre dispersé. Le G2 pour l'armée de terre, l'Office of Naval Intelligence pour l'US Navy et l'Air Force Intelligence pour l'armée de l'air. En juillet 1941, l'avocat William Joseph Donovan, 1883-1959, ancien condisciple de Franklin D. Roosevelt à la faculté de droit à Columbia, convainc son ami, devenu président des États-Unis, de mettre en place un service de renseignement ayant pour vocation de centraliser les informations des différents services. L'Office of the Coordination of Informations, COI. Après l'entrée en guerre en décembre, cette structure se révèle insuffisante pour faire face aux besoins d'élargissement des activités subversives dans une perspective à la fois plus offensive et pour préserver la sécurité du Homeland. Elle est remplacée par l'OSS, dont la mission est de créer des réseaux en Europe et autour de la Méditerranée, de coordonner l'action des services spéciaux et de fournir une aide logistique et financière aux organisations de résistance intérieure. Les gouvernements belges, néerlandais, polonais ou tchécoslovaques, repliés en Angleterre après la submersion de leur pays suivie de la défaite de la France, organisent eux aussi leurs propres services secrets et créent leur réseau. Les Pays-Bas sont envahis en mai 1940, entraînant le départ à Londres de la reine Wilhelmine, 1880-1962. Elle est rejointe par le gouvernement et le Premier ministre Dirk Jan de Geer. Des relations subsistent entre le gouvernement néerlandais et celui du maréchal Pétain jusqu'en septembre 1940. Puis des relations plus officielles sont nouées avec la France libre à partir du mois de novembre 1941. Désireux de retourner aux Pays-Bas, Dirk Jan de Geer est remplacé par Pieter Sjoerds Gerbrandy, 1885-1961. Le gouvernement en exil s'empresse de se donner les moyens de reprendre, lui aussi, la lutte.
L'installation d'un service de renseignement spécifiquement néerlandais le 19 juillet 1940 à Londres est le fruit du travail de François van Zandt, ancien agent du Centrale Inlichtingendienst, service central de renseignement, CID, qui connut plusieurs successeurs. RPG Dirk Zema, le 14 août 1941, Matthäus de Bruyne, le 5 février 1942. Le CID est réorganisé le 28 novembre 1942 et devient le Bureau de renseignement, Bureau Inlichtingen, BI, sous les ordres de H.G. Broekman, puis de Jan Marginus Sommer à partir de juillet 1943. L'administration de la sûreté de l'État belge est organisée à Londres en novembre 1940. Créée sous une première forme par arrêté royal du 8 mars 1940 et placée sous la direction de Robert de Foix, elle avait comme rôle initial le contre-espionnage et la lutte contre les activités secrètes menées en Belgique par des puissances étrangères. La Belgique neutre est envahie le 10 mai 1940. Le gouvernement du Premier ministre Hubert Pierlot part pour la France, tandis que le roi Léopold III reste en Belgique. Ce dernier capitule le 27 mai 1940 et est aussitôt déclaré en incapacité de régner. La défaite de la France précipite la dispersion des autorités belges. Un gouvernement en exil se reconstitue le 23 octobre 1940 à Londres, toujours sous la direction d'Hubert Pierlot. Il décide un mois plus tard de reconstituer la sûreté de l'État et la confie à un magistrat de 35 ans, Fernand Lepage, arrivé à Londres le 5 novembre 1940 avec une brève connaissance du monde des services secrets. Le gouvernement belge, qui a garanti le financement de l'effort, le nomme administrateur ad intérim le 19 novembre 1940. Installée au 38 Belgrave Square, l'équipe de Lepage, motivée à défaut d'être expérimentée, commence son travail d'organisation inspiré des Anglais, avec qui un accord de coopération est signé en août 1941. L'année suivante, le service est divisé en plusieurs sections. Renseignement, action, guerre politique, évacuation, sûreté. Il ne se contente pas de piloter la guerre secrète en Belgique, renouant ainsi avec une activité déjà effective lors de l'occupation allemande durant le premier conflit mondial. Ces réseaux s'étendent dès 1942 au-delà de la frontière franco-belge et jusque dans le sud de la France. Polonais et Tchécoslovaques ont des envies de revanche. Ils peuvent s'appuyer sur des relations anciennes avec la France, notamment les migrations, qui ont amené bien avant la guerre des milliers de ressortissants de leur pays dans la métropole. La crise de septembre 1938, suivie des accords de Munich, puis du délitement de la Deuxième République tchécoslovaque en mars 1939, entraîne une accélération de cette émigration. Elle concerne des réfugiés politiques ou des personnes menacées par le nazisme, pour beaucoup venus de la région des Sudètes. Ils s'accordent rapidement sur la nécessité de reconquérir le territoire. Parmi eux figure Edvard Beneš, parti en exil en octobre 1938 après avoir démissionné de la présidence de la République, qui ne tarde pas à susciter les ralliements des populistes catholiques, des socialistes nationaux et des socialistes tout court, de Jan Masaryk, fils du fondateur de l'État tchécoslovaque, et d'officiers supérieurs, tous encouragés par la fragmentation de ce qu'il restait de leur pays après l'offensive allemande sur la Bohême et la Moravie le 15 mars 1939. Il existe certes quelques hésitations et tiraillements, notamment du côté des communistes, ébranlés par la signature du pacte germano-soviétique du 23 août 1939. Mais ce qu'il faut bien appeler le gouvernement en exil tchécoslovaque s'efforce dès lors de reconstituer en France une armée nationale, nonobstant les rancœurs concernant l'attitude française à Munich. Malgré quelques heurts et tensions avec le gouvernement français, 3500 hommes sont déjà enrôlés en décembre 1939. Le 15 janvier 1940, la première division tchécoslovaque est constituée et compte en mai 1940 11 405 soldats, dont 8 169 mobilisés et 3 326 volontaires. De leur côté, les Polonais, qui disposent d'une bonne expérience dans les missions de renseignement et de contacts antérieurs avec le 2e bureau français et le MI6,
entendent continuer à en découdre, en dépit de la submersion de leur pays en septembre 1939. La création d'un appareil clandestin en France est là aussi facilitée par la présence d'expatriés. En septembre 1939, le président de la République, Ignacy Mościcki, et son gouvernement quittent Varsovie pour échapper à la capture et passent en Roumanie où ils sont provisoirement internés. L'objectif est de parvenir en France pour se placer sous la protection de leur allié. Le président se résout à transmettre ses pouvoirs à Władysław Raszkiewicz, qui nomme le général Władysław Sikorski au poste de Premier ministre, lequel prête serment le 1er octobre 1939. L'administration en exil prend alors le nom de Gouvernement de la République de Pologne en exil et se reconstitue officiellement à Angers le 22 novembre. Une nouvelle armée d'environ 75 000 hommes, composée d'émigrés ou de réfugiés, est levée et participe au combat à Narvik puis en France. Des pilotes polonais, échappés via la Hongrie en septembre 1939, combattent aussi dans le ciel de France. Les Tchécoslovaques, pour leur part, bataillent tardivement mais vaillamment entre les 6 et 11 juin 1940 au sud-est de Troyes, en Côte d'Or, sur la Marne, entre l'Ourcq et la Ferté-sous-Jouarre et à Coulommiers, ainsi que dans les airs. Dès le 17 juin, apprenant la nouvelle de la défaite, le commandement laisse la possibilité à ses troupes de se replier de l'autre côté de la Manche. 4044 hommes, dont 900 aviateurs, accompagnés de 481 civils, sont évacués par la marine britannique. Néanmoins, 35 000 Tchécoslovaques demeurent en France en 1941, dont 15 000 en zone occupée, véritable réservoir de la résistance. De son côté, le 12 juin 1940, le gouvernement polonais en exil quitte Angers pour rejoindre la Grande-Bretagne avec 20 000 combattants. Depuis Londres, Polonais et Tchécoslovaques, dont les armées ont été emportées par la défaite, envoient des émissaires sur le continent et construisent les premiers réseaux de renseignement. La résistance, combien de réseaux? Une découverte tardive des services secrets alliés. En 1944, les services secrets n'ont aucune idée du nombre et des effectifs des réseaux travaillant sous leur autorité. Le BCRA le reconnaît en juillet 1944. Certains réseaux comme Eleter, Mabro, Thermopyle, Navarre nous sont parfaitement inconnus en dehors de quelques agents. Pour les autres réseaux, les renseignements que nous possédons sur eux sont trop vieux ou incomplets. Au SOE, seuls les agents recrutés et formés à Londres sont identifiés. À quelques exceptions près, qui aboutissent généralement à des désastres, les agents recrutés sur le terrain ne sont pas recensés et les chefs n'ont, au moment de la lutte, ni le temps ni l'envie de se préoccuper de la question. Le major Robert Bourne Patterson, officier à la section F, concède que le problème concerne également certains cadres. Le livre blanc du BCRA, rédigé après la guerre, se concentre logiquement sur la valorisation des réseaux de la France libre, sans toutefois que ces derniers soient recensés de manière exhaustive. Les réseaux d'évasion y sont presque ignorés. Dans ses mémoires, André de Wavrin ne mentionne qu'une poignée de réseaux qui ont presque tous pour point commun d'avoir travaillé en liaison avec le BCRA, avec une focalisation nette sur les réseaux de renseignement. Le plus cité est la confrérie Notre-Dame, CND, commandée par Gilbert Renaud, Rémy. Les services secrets anglais ainsi que l'OSS sont mentionnés, mais Passy insiste sur les relations tumultueuses qu'ils entretiennent avec la France libre, plutôt que sur les réseaux qu'ils ont pilotés en France. Lui non plus n'a aucun moyen de connaître leur nombre exact. C'est donc a posteriori que les états-majors et les services secrets alliés découvrent le nombre de réseaux, leur organisation et leurs effectifs. Un fait rare dans l'histoire de la guerre et du militaire. Le recensement est mené de manière empirique. Des dossiers de liquidation ad hoc sont composés par des officiers liquidateurs, généralement d'anciens agents, sans distinction de sexe, choisis par les amicales créées après la guerre. Ils sont chargés de défendre devant une commission d'homologation les droits des agents qu'ils représentent. Les autorités françaises n'ont pas attendu la libération totale du territoire national ni la fin de la guerre pour dissoudre les réseaux, le 31 octobre 1944.
Peu importe que des agents continuent de combattre dans les poches allemandes et dans les régions de l'Est encore occupées. Cette précipitation est à mettre en parallèle avec la nécessité non moins urgente d'établir l'histoire de la résistance. Ajoutons que rarement l'histoire d'un fait contemporain est devenue à ce point une affaire d'État. En plus de la très officielle Commission d'histoire de l'occupation et de la libération de la France, CHOLF, créée le 20 octobre 1944, un bureau liquidateur de la France combattante et une commission des réseaux sont mis en place sous la présidence du médecin-colonel Maurice Lormeau. Le travail piétine pendant 2 ans, car il ne peut que s'échouer sur 2 écueils majeurs. Sur quels critères définir un réseau de résistance afin d'en reconnaître les membres? Comment en dresser l'historique alors qu'une bonne partie des agents, notamment les cadres, qui auraient la meilleure connaissance de l'organisation, sont morts, ont disparu ou ne sont pas revenus de déportation? Le flou perdure jusqu'à une réunion tenue le 12 avril 1946 qui décide de lancer un appel destiné aux chefs de réseau et aux amicales pour leur demander de faire tous leurs efforts pour hâter l'homologation de leur réseau et de leurs agents. Un projet de questionnaire devrait être rempli par chaque chef de réseau ou son responsable et ensuite adopté à l'unanimité. Il s'agit d'encadrer l'enquête menée par une toute nouvelle Commission nationale d'homologation, chapeautée par une Commission supérieure des forces françaises combattantes de l'intérieur, FFCI. Pour la première fois à notre connaissance, une définition administrative des réseaux de renseignement est adoptée. Le réseau de renseignement FFC était un organisme militaire autonome, avec un chef responsable placé sous les ordres de l'EM, état-major, interallié, et dont tout ou partie des agents étaient liés au service par contrat plus ou moins tacite. Sa mission essentielle était la recherche et la transmission de renseignements militaires. Le chef de réseau était en liaison régulière dans les 2 sens avec l'EM interallié par un organisme de transmission connu. Opération aérienne, opération maritime, radio, passage par l'Espagne. Ces liaisons se faisaient soit directement, soit par l'intermédiaire du BCRA, soit par l'intermédiaire d'un autre organisme du BCRA, soit par tout autre intermédiaire officiellement connu. Ces réseaux comprenaient les agents P2, P1, 0. Les réseaux actions ne sont pas mentionnés. Quant au réseau d'évasion, une définition sera ultérieurement proposée, mais nous n'en avons pas trouvé la trace. Si les réseaux relèvent du domaine militaire, l'appartenance et le rôle d'autres organisations, notamment les mouvements, sont réduits à une forme d'engagement civil. Une commission nationale d'homologation des mouvements de résistance civile est créée. Les missions de renseignement engagées dans des missions autres que militaires, économiques, politiques ou concernant la connaissance de l'état de l'opinion publique sont ignorées. Il faut avoir entretenu des relations étroites, régulières, réciproques et exclusives avec un état-major allié, auquel était subordonné le chef du réseau par l'intermédiaire d'un service secret. C'est le BCRA qui a la préférence de la commission. Il n'est pas indiqué dans cette définition du 12 avril 1946 que les organisations qui ont travaillé pour les Belges, les Néerlandais, les Polonais, les Tchécoslovaques, les Anglais ou les États-Uniens peuvent prétendre à cette assimilation, sauf à considérer que la phrase volontairement vague « tout autre intermédiaire officiellement connu » les englobe. Toute organisation souhaitant être assimilée à un réseau doit constituer un dossier qui sera étudié par les 2 commissions référentes. La réunion dure moins d'1 heure, qui comprend, outre ce point, le contenu du questionnaire. La procédure d'homologation peut être entamée. La conceptualisation du terme « réseau » a pris à peine plus de quelques minutes. La mise en application est immédiate. La procédure et les règles administratives de l'homologation sont fixées. Les premiers interlocuteurs des requérants sont les membres de la Commission nationale d'homologation des FFC, qui a de larges domaines de compétences. Théoriquement représentative de la diversité des réseaux, elle est en fait composée de résistants engagés dans la France libre. Le médecin-colonel Maurice Lormeau est l'ancien secrétaire général du réseau du BCRA Fratrie.
Siège également à la commission Henri Gorce, désigné sous son pseudonyme Franklin, chef du réseau Gallia. Maurice Bourgès-Monoury est quant à lui un des délégués militaires régionaux, DMR. Sous le pseudonyme Polygone, il a été déposé par opération aérienne dans la nuit du 15 au 16 septembre 1943 pour organiser et diriger le réseau du BCRA Action R1 qui s'étendait dans 9 départements de l'Est. Nommé DMR le 2 avril 1944 au sud de la ligne de démarcation, il est rentré à Londres le 3 mai 1944, puis est revenu un mois plus tard comme délégué militaire pour l'ensemble de la zone sud. Julien Beaujolin, pour sa part, est mieux connu sous le pseudo Caïman au sein du réseau Alliance du MI6. Ce réseau rejoint le BCRA au moment de la fusion entre les services établis à Alger et ceux de Londres au printemps 1944. Au total, 105 procès-verbaux sont conservés pour la période du 12 avril 1946 au 26 juillet 1950. Des ajustements interviendront jusqu'en 1987. Chacune des réunions dure entre 1h et 1h30 et voit défiler plusieurs responsables venus défendre leurs dossiers et leurs agents. Elles sont le théâtre de discussions intenses, parfois vives et tendues, qui traitent d'organisations entières ou de cas particuliers. À l'issue de chaque séance, la Commission nationale d'homologation des FFC doit remettre ses propositions à la Commission supérieure des FFCI, qui témoigne de la volonté de l'État d'encadrer strictement le processus. Cette dernière est présidée directement par le ministre des Armées, assisté au moment de sa création par le général Georges Bonneau. Celui-ci a commandé une organisation nommée Groupe LEF, créée dès l'été 1940, qui a d'abord travaillé en relation avec le groupe Boris Vildé et le Musée de l'Homme, puis avec les réseaux Beryl, qui ont assuré son financement à partir de juin 1942, et Berthaud. Le groupe LEF a enfin été intégré au mouvement Libération Sud, qui s'est chargé de ses liaisons avec Londres, puis au Mouvement uni de la résistance, MUR, à partir d'avril 1943. Il ne sera pas homologué en tant que réseau autonome. L'urgence pour la commission d'homologation est de dresser l'historique de ces organisations et de recenser les agents. Il n'est pas question de communiquer quoi que ce soit au public, et encore moins aux historiens. Lorsqu'en 1949, Marie-Madeleine Fourcade, du réseau Alliance, se montre désireuse de monter une exposition historique de la Résistance, Maurice Lormeau consent à lui remettre une liste statistique de morts et de déportés de la France combattante, puisque les noms ne sont pas indiqués et qu'elle représente les morts de tous les réseaux reconnus. Ces dossiers sont donc restés inaccessibles jusqu'à très récemment, en dépit des demandes réitérées de plusieurs chercheurs. Parallèlement à des actions publiques menées par des historiens et des comités de recherche, sont ainsi mises en œuvre des initiatives sinon plus secrètes, du moins plus discrètes, pilotées par l'État. Il faut aller vite et recenser, tant que les souvenirs restent vivaces dans la mémoire des acteurs, toutes les organisations et les agents qui ont œuvré au sein des réseaux de résistance. Le 16 novembre 1946 paraît au journal officiel la liste d'homologation définitive des réseaux et mouvements de résistance intérieure relevant des forces françaises combattantes et de la résistance intérieure française. Selon les procès-verbaux des séances du 21 mai 1946 et du 4 juillet, sont reconnus 82 réseaux de renseignement, parmi lesquels 42 réseaux du BCRA, 15 du MI6, 18 de l'OSS, mais aussi des réseaux polonais et tchécoslovaques. 9 réseaux évasion, dont 3 du BCRA et 5 du MI9, 16 réseaux action, tous du BCRA. Cette liste donne l'image d'une prédominance des réseaux des services secrets de la France libre dans la lutte clandestine. Aucun réseau SOE, le service secret anglais, n'est homologué. L'absence des réseaux dirigés par Christian Pineau et Jean Cavaillès, Phalanx et Corps, peut s'expliquer par un retard dans la procédure d'homologation, notamment du fait du retour tardif de déportation du premier et de la mort du second. Ce constat est également valable pour le réseau d'évasion Bordeaux-Loupiac. Parmi ces cadres, seul Eugène Egedos, qui commandait le secteur Nord-Belgique, est toujours en vie.
Ils se chargent de la liquidation du réseau, mais sans avoir la moindre idée de la composition exacte des secteurs parisiens et bretons, dont il connaissait les chefs mais pas les agents. Son enquête n'aboutit qu'au terme de longs mois. Peu à peu, le retour des déportés permet de cerner le fonctionnement local et d'identifier les agents d'un réseau. L'absence d'informations précises ou l'aspect lacunaire de certains dossiers s'explique aussi par le faible nombre de survivants. Le chef et liquidateur du réseau Base Espagne ou Base E justifie ainsi les délais de constitution du dossier par le retour tardif d'une déportée, Jeanne Courbon, qui identifie finalement une vingtaine d'agents supplémentaires, pour la plupart morts dans les camps ou coupés du réseau à la suite de l'arrestation d'agents intermédiaires. De même, le dossier du réseau d'évasion Marie-Odile contient peu d'informations parce que Pauline Gaillard emporte dans un crématoire de Ravensbrück, le 23 mars 1945, les secrets de son organisation. De nombreuses mises à jour interviennent au fur et à mesure que les chefs de réseau ou les liquidateurs font reconnaître leur activité. L'arrêté du 9 juin 1947, publié au journal officiel le 19 juin, connaît 2 rectificatifs, le 1er mars et le 24 novembre 1948, qui élargissent le nombre de réseaux homologués. 54 réseaux de la section F du SOE sont alors concernés. Il faut y ajouter les réseaux de la section RF, Overcloud, VAR et VIC, ainsi qu'une poignée de réseaux liés à l'OSS, au MI6 ou au MI9. L'activité des réseaux de renseignement belges est à son tour homologuée durant cette période, ainsi que d'autres dépendant des services secrets polonais ou néerlandais. S'y ajoutent des réseaux du BCRA en métropole et même dans les Balkans, ERIC. À la suite de divers ajustements, une liste de 268 réseaux de résistance est établie. Cela dit, 325 groupes ne reçoivent pas de reconnaissance particulière ou sont rattachés administrativement à des réseaux plus vastes, ce qui représente plus de la moitié des dossiers déposés pour homologation. Les réseaux de ces non-homologations sont multiples, mais ne concernent pas nécessairement des faux réseaux. Des réseaux réellement actifs du SOE n'ont ainsi pas été reconnus. Il s'agit principalement des équipes envoyées pour assurer l'encadrement, la formation et le ravitaillement des maquis. Ces lacunes sont à replacer dans le contexte de l'hostilité de la France libre à l'égard du service secret britannique. Dans les archives du SOE à Londres se trouve ainsi un volumineux dossier dont l'intitulé « Persecution of Agents and Sympathizers by their Political Enemies and Measures Taken for their Protection » résume l'ambiance qui régnait déjà durant le conflit. Les autorités anglaises anticipent des problèmes en matière de reconnaissance de leurs organisations et de traitement de leurs agents. Dès le 12 janvier 1944, une note indique que les agents français du SOE et de l'OSS sont considérés comme des traîtres. Un mémorandum daté du 15 mai 1944 résume l'anxiété générale au sein du service secret britannique. L'unité française se renforçant, et dans le même temps, le jour de la libération approche, les officiers et les agents s'inquiètent de leur futur. Ils sont eux-mêmes conscients qu'ils ont fait leur maximum pour aider la cause alliée en accord avec leurs opinions et la nôtre, mais comme ils ont travaillé pour un pouvoir étranger, ils ont peur qu'on leur dénie toute reconnaissance et récompense, voire qu'on les sanctionne. Les chefs des réseaux du SOE sont contraints de quitter précipitamment le territoire qu'ils viennent de libérer. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.